En manchette cette semaine, soir de première bondée pour le lancement du documentaire de Martin Leclerc, le Centre socioculturel de Très-Saint-Rédempteur reçoit le prix annuel du mérite patrimonial et le Tressler Fest, un premier festival de bière à la Maison Tressler. Bienvenue à votre hebdo régional. Grand lancement dans la région du film sur la restauration de la maison Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion. Effectivement, plus de 200 personnes se sont rendues au théâtre Paul-Émile Meloche à Vaudreuil-Dorion pour assister à la projection du film Le 186 pour la mémoire de Martin Leclerc, fils de Félix Leclerc. Un film touchant, empreint d'humour mais surtout sincère. André Desrochers, en collaboration avec C'est sur la télé, a épaulé le cinéaste en œuvrant au montage de plus de 375 heures d'enregistrement. Alors, quelques mots pour saluer ce moment important que nous vivrons ce soir. C'est avec beaucoup d'émotion que je regarderai le documentaire de Martin Leclerc. Et nous souhaitons à Martin un beau succès à ce documentaire. La mémoire de Félix y sera présente avec la mémoire au 186 chemin de l'Anse. Le film est maintenant en route pour différents festivals un peu partout au Québec et en Europe. L'Assemblée générale annuelle du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges a eu lieu le 6 avril dernier à Vaudreuil-Dorion. Lors de l'événement, les membres ont pu se renseigner et échanger sur les activités, la situation financière et les projets du musée. Le prix annuel du mérite patrimonial a été remis cette année au Centre socioculturel de Très-Saint-Rédempteur pour la conversion exemplaire de cette ancienne église. Le 8 avril dernier avait lieu le premier festival de bière de la Maison Tressler, le Tressler Fest, à Vaudreuil-Dorion. Plusieurs brasseurs de la région étaient sur place pour présenter leurs produits, ainsi que des entreprises qui proposaient des accords gourmands pour plaire à tous les palais. La maison, qui est une maison bâtie par un Allemand, Jean-Joseph Tressler. Donc, la bière se rejoint bien le sens de M. Tressler, un Allemand venu de Mannheim en 1777. Et on doit trouver des moyens, des nouveaux moyens pour aller chercher des sous pour pouvoir la garder, la conserver pour les générations futures. Le 31 mars dernier, avait lieu la conférence de presse dévoilant le nouveau site Web et une série de capsules vidéo présentant quelques secrets bien gardés de la Réserve nationale de faune du lac Saint-François. André Desrochers, cinéaste et administrateur de C'est sur la télé, en est l'auteur. La Réserve nationale de faune du lac Saint-François est l'une des 8 réserves nationales de faune du Canada présentes au Québec. Située au sud-ouest du Québec, tout près de Dundee dans la vallée du Haut-Saint-Laurent, cette réserve a pour mission de protéger un milieu humide incomparable qui accueille énormément d'espèces animales aquatiques et terrestres en bordure du lac Saint-François. Ces capsules s'inspirent des légendes et anecdotes locales pour mettre en valeur d'une façon originale les richesses écologiques de la Réserve nationale de faune du lac Saint-François et plus particulièrement les espèces migratrices ainsi que celles rares ou en péril. Donc, quand vous allez vous promener dans les sentiers avec votre téléphone intelligent, il y a des codes QR au début de chaque sentier. Ça va vous emmener directement sur le site Internet, la page d'accueil, et là, c'est marqué, vous allez pouvoir voir la petite vidéo de bande-annonce, et juste en dessous, c'est marqué, bien, si vous voulez voir les autres vidéos, rendez-vous au sentier. Là, on voulait donner le goût aux gens de juste un petit 4 minutes en début de sentier, donner le goût d'aller sur le sentier, puis de regarder, puis d'être attentif. Qu'est-ce qu'ils pourraient voir, là? Plus de 330 convives ont assisté le 7 avril dernier au 4e gala des Agristars de la Fédération de l'UPA de la Montérégie. Sous le thème « Une fédération au cœur de l'agriculture », l'événement a permis de souligner les réalisations des producteurs agricoles qui se sont démarqués au cours de la dernière année. Au total, 32 prix ont été décernés à différentes entreprises, dont un groupe de producteurs de lait cèdre, avec en tête Hubert Leroux et Michel Proux. Ils se sont vus remettre le prix Bon Coup,
pour avoir tenu au cours de l'année 2015 plusieurs rencontres politiques et médiatiques afin de sensibiliser le gouvernement et le public à l'impact qu'aurait une expropriation des terres agricoles dans le cadre du futur pôle logistique dans Vaudreuil-Soulanges. Le 13 avril dernier à Pincourt, l'auteure pincourtoise Heather Grace Stewart a lancé son troisième roman intitulé « The Ticket » à la bibliothèque de la municipalité. Son roman, inspiré d'une histoire vraie, est une comédie romantique adressée à un public de plus de 18 ans. Lors de la soirée, l'auteur a notamment fait lecture d'un passage de son roman. Le guitariste André Rodrigue interprétera des pièces classiques tirées des répertoires européens et américains lors du premier concert bénéfice de la Fondation du patrimoine Sainte-Jeanne de Chantal le samedi 23 avril. Le concert intitulé « Entre l'Europe et l'Amérique, 400 ans de musique » saura ravir l'auditoire par les rythmes variés de la guitare classique qui se déploieront dans l'acoustique extraordinaire de l'église historique de Sainte-Jeanne de Chantal. Les profits de ce concert serviront à la réfection des murs extérieurs de l'église, dont les travaux débuteront cet été. Les élèves de 2e secondaire et ceux du programme Sport d'excellence du Collège Bourget ont assisté le 7 avril à une conférence de Martin Bédard, joueur de l'équipe des Alouettes de Montréal. Le spécialiste des longues remises a partagé ses expériences de vie avec les jeunes de l'école et souligné l'importance de la persévérance scolaire. C'est à la salle des Mousses à Salaberry de Valleyfield qu'a eu lieu la journée spaghetti de Moisson Sud-Ouest le 31 mars dernier. Plus de 635 repas ont été livrés durant l'heure du midi à plusieurs entreprises et organisations de la région. L'événement a généré un revenu net de 11 000 $. Moisson Sud-Ouest est la seule banque alimentaire du Suroît et rejoint plus de 8 250 personnes par le biais de 65 organismes accrédités. Voici ce qui met fin à votre hebdo régional. Restez avec nous car tout de suite après la pause, je reçois la romancière Sylvie Lajoie pour venir nous parler de son premier roman, L'agenda de Béatrice. À tout de suite. On disait de la région de Dundee qui se trouvait là sorcière, bonhomme 7 heures, des feux follets, puis toutes sortes de phénomènes étranges qui brillent encore d'imaginaire. Mais ce qu'il y avait ici de plus surprenant, c'est qu'il vivait une personne qui était le rassemblage de tout ça. C'était la vieille Murchison, capable de guérir maladies, d'arrêter le sang de couler, de ramancher des membres brisés, broyés, revirés de bord, puis même de communiquer avec la nature. Ses seuls amis, c'était les arbres, vieux, solides, impossible à déloger, il n'y avait pas meilleur compagnon qu'un arbre. Des chênes, des cèdres, des tilleuls, des charmes de Caroline, puis même l'emblème du Québec, le bouleau jaune. Ses préférés, c'était les noyers cendrés, parce qu'eux autres, ils lui donnaient des beaux gros fruits, là, des noix toutes velues avec lesquelles elle faisait une mixture qu'on disait magique. Elle avait bien vu que les champignons puis les insectes détruisaient ses noyers. Fait qu'elle avait pris pour habitude d'accrocher partout autour de sa demeure des seaux remplis de cette mixture-là. Puis ça attirait les pics-bois. Ben oui. Qui dit pic-bois dit long bec qui se nourrit d'insectes. Eux autres, ben oui, ils venaient manger d'un seau. Mais comme l'avait prédit la Murchison, ils venaient se nourrir des insectes avec ses arbres. Les arbres étaient rendus percés, là, comme des longues flûtes à bec. Quand le vent y passait dans les trous, ça donnait un son mélodieux que seule la Murchison pouvait décoder. Ça n'a pas pris plus pour que les gens sachent qu'elle jasait aux arbres puis qu'elle prédisait la météo en rentrant ses seaux. Mais après quelque temps, c'est comme si le vent
avait perdu goût à la confidence. Le son qui était autrefois mélodieux s'était rendu comme une grande plainte. La vieille Murchison avait de plus en plus de difficultés à entendre les noyés. Elle s'approchait de plus en plus. Parfois, il fallait même qu'elle se mette la tête entre deux troncs. Un matin, qui était certaine d'avoir eu vent d'une grande tempête, elle s'est approchée de ces arbres. Elle s'est même faufilée dans un trou béant. Puis c'est à ce moment-là que le vent a soufflé de sa plus grande bourrasque. Puis elle est tombée dans le trou. Pendant 5 jours durant, une pluie diluvienne est tombée et mouillait à seau rentré, comme qu'on disait. Ça raconte que la vieille Murchison, elle se serait noyée. Ben, c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ces arbres-là des noyers. Ce qui reste de la Murchison, c'est une expression du passé. Il mouille à seau rentré. Elle est devenue l'expression qu'on connaît tous aujourd'hui. Il mouille à Sio. Aujourd'hui, je reçois une romancière, auteure d'Hudson. Elle vient nous parler de son premier roman, L'agenda de Béatrice, qui traite d'un sujet qui nous touche tous, les familles recomposées. Je reçois la romancière-auteure Sylvie Lajoie. Bonjour Sylvie. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait très plaisir. Dites-moi, avant de rentrer dans votre roman, vous êtes une femme d'action de la région de Vaudreuil-Soulanges depuis longtemps. On le sait que vous avez eu une entreprise, vous avez travaillé dans le design intérieur. Parlez-moi un peu de vous. Donc ça, c'était une période assez précise dans ma vie. J'ai eu un commerce de détail au niveau de la décoration. Oui. Il y avait parallèlement la consultation à domicile. Et en 2009, par contre, je l'ai vendu. Mais il y a une période qui était très active dans la région au niveau du... Vous êtes formé aussi, vous avez été formé oui. au niveau d'analyste financier. Oui, ça c'était une première tranche carrière. Je me dis tout le temps que j'ai eu comme 3 vies dans une seule. Là. Mais celle-là a duré quand même assez longtemps, là, 25 ans, là, comme dans le monde de l'analyste financier là, pour une grande entreprise. Votre bébé. Oui. L'agenda de Béatrice, qui parle de famille recomposée, mais pas juste une fois, 2 fois. 2 fois, oui. Dites-moi, comment on s'y prend pour écrire un roman, un premier roman comme ça? Donc, comme je disais tantôt, quand j'ai vendu mon commerce en 2009, je me suis retrouvée avec une quantité très considérable de temps. Moi qui avais toujours été très, très pressée dans le temps. Très active. Donc, je ne pouvais pas rester en plan comme ça. Je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Puis j'aime me relever des défis. Et puis à ce moment-là, ça faisait un certain nombre d'années que j'étais déjà en famille recomposée. Puis dans les discussions avec mon entourage, des amis, on parlait souvent de nos familles. Et c'est un sujet qui a toujours été, que les gens tiennent à cœur. Oui. Et puis là, ça commençait à germer. Bon, tant qu'à écrire un premier roman, tout vient de parler d'un sujet qui est d'actualité. Donc, qui va chercher le plus de gens possible. Et puis, ça a commencé comme ça, tranquillement. Mais comment j'ai procédé? Je suis allée d'une façon chronologique, naturellement, dans un premier temps, pour ensuite le retravailler, parce que le roman se situe sur 2 temps. 2 temps. Mais avant, une petite fille qui a 15 ans, 10 ans, est-ce qu'elle pense à écrire un jour? Est-ce que vous étiez familière avec les dictées à l'école? Est-ce que vous aviez un intérêt particulier? Oui, oui. J'avais jamais pensé à ça à 15 ans. En tout cas, dans mon temps, dans ma famille. C'était pas nécessairement permis de rêver si haut. Par contre... C'est un peu inaccessible. C'était un peu inaccessible. Par contre, je viens d'une famille nombreuse, 7 enfants. Je vais à Benjamin.
Et donc, les vacances familiales, c'était pas accessible chez nous. Donc, qu'est-ce qui était accessible? C'était la lecture. Mon père, c'était un amoureux fou des livres. Vous avez toujours lu? Oui, puis j'aimais ça. Donc, puis... Vous évadez à travers les romans, oui. tout ça. Et quand tu es la Benjamine d'une grande famille, la parole t'est pas souvent accordée. Fait que tu es plus dans ton monde intérieur. Puis j'écoutais mes parents parler. Observatrice. Oui, j'observais beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une qualité, ça, chez un auteur. Il faut être extrêmement observateur, je crois. Oui, ça aide, ça, c'est certain, oui. Votre roman, vous disiez qu'il était en 2 temps. Oui. C'est-à-dire Béatrice dans le temps réel. Oui, une période qui est plus récente. On parle de 2011. Donc, et puis, Béatrice et son compagnon Jean partent dans un périple en Italie après plusieurs années en famille recomposée. Donc, c'est sûr qu'ils sont fatigués, puis bon, un peu désabusés, fatigués aussi d'un agenda compliqué, parce qu'en famille recomposée, c'est un agenda à la puissance... Ah oui, multiplier, puis changer. Bon, parce que l'agenda des parents, des enfants et des ex. Donc, ils veulent se retrouver seuls tous les deux. Parce qu'ils ont vécu, ils n'ont jamais eu vraiment une période juste tous les deux comme un couple qui commence dans la vie. Et ils ont les enfants autour d'eux. C'est tout. Alors, Béatrice, elle a eu des enfants une première union, une deuxième union. Oui. Et là, le roman, c'est une troisième union. Exactement ça. Ça se passe en Europe. Oui, ça commence à Milan. À Milan, oui. plus précisément Milan, en Italie. Oui, exact. Pourquoi l'Italie? Bien, premièrement, je voulais parler d'endroits que j'avais visités. C'était important pour moi. C'est correct aussi quand c'est pas le cas, mais l'Italie m'a beaucoup, beaucoup interpellée parce que en Italie, pour les Italiens, la famille, c'est très important. Bon, c'est très soudé. Je me souviens d'être arrivée à Rome un dimanche et il n'y avait absolument rien d'ouvert. C'est même difficile d'avoir un taxi. Peut-être des petits dépanneurs sont ouverts. Tout est arrêté, les dimanches. C'est la famille. C'est les réunions de famille. Oui, c'est très important. Donc, ça, je l'avais vécu, ça, avant de l'écrire, mais ça m'a toujours resté. Donc, je dis, bon, pourquoi pas? Puis c'est un très beau pays. Donc, et ça vient comme renforcer le sujet? Ça vient renforcer le sujet. Donc, le couple part de Milan jusqu'à Florence dans un train. Mais dans le train, il y aura des retours en arrière. Le couple va se rappeler les étapes importantes. C'est ce qu'on appelle le deuxième temps. Le deuxième temps. Donc, mais c'est quand même le cœur du roman, quand ils se rencontrent, les débuts de la famille recomposée, l'adaptation, les étapes charnières aussi, l'adaptation. Mais il y a aussi, dans le temps de 2011, il y a aussi une intrigue qui se tisse jusqu'à Florence. Et le roman se conclut à Florence. Mais avec une conclusion en 2011. Là, ouais. Dites-moi, vos proches, la plupart des gens croient que des premiers romans comme ça sont souvent autobiographiques. Quelle est la part d'autobiographie de Sylvie Lajoie dans ce roman? Je dis que c'est un doux mélange. C'est sûr que, oui, je suis en famille recomposée. Puis, qu'est-ce qui est autobiographique? C'est que j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup, disons... C'est pas nécessairement que vous les avez vécus. Non, parce que moi, je dis que j'ai voulu amener un exemple positif. J'ai pas tout vécu, les situations, les exemples là-dedans, parce que ça s'est relativement bien passé. Mais je voulais rejoindre le plus de gens possible. Donc, j'ai amené beaucoup de situations qui ne sont pas nécessairement les miennes, mais que les gens me racontaient pour dire, bon, OK, il y a ci, il y a ça. Vous avez observé. Il y a différentes options, il y a différentes situations, exactement. Les gens ne se reconnaîtront pas nécessairement là-dedans. Non. Parfait, OK. Dites-moi, vous avez commencé à côtoyer les salons du livre cette année. Oui, donc... Comment est la réception des lecteurs? Bien, ça va bien. Trois-Rivières, c'était ma première expérience. Et puis, les gens venaient me voir ça. Ils étaient curieux. Puis, regardaient la couverture. Puis, ils jasaient. Puis, il y avait des personnes qui n'étaient pas nécessairement en famille recomposée. Mais oui, mais j'ai un fils qui l'est. Moi, je vais y en parler. Donc, des fois, même si tu ne l'es pas, il y a toujours quelqu'un... Bon, on connaît qu'au Québec, il y a un taux assez élevé de divorce. Puis il y a beaucoup de reconstruction familiale. C'est pas nécessairement qu'il y a eu des mariages, mais il y a eu des ruptures. Exactement. Donc, souvent, les gens connaissent quelqu'un qui sont dans cette situation-là. Ah, OK, mais je vais lui en parler. Donc, alors, on peut se retrouver vraiment là-dedans, la famille québécoise. La famille québécoise, et puis les relations hommes-femmes, amoureuses, ça. Puis oui.
Je suis allé, bien sûr, sur le site web, votre site web, et j'ai vu qu'il y avait une citation d'Alfred de Musset. « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. » Est-ce que c'est Béatrice qui s'inspire de Musset? C'est moi. Ça, quand je l'ai vu, chercher quelque chose qui vraiment allait me chercher personnellement. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est venu me chercher beaucoup. Et puis aussi, c'est que j'ai constaté que ça pouvait toucher aussi plusieurs personnes parce que les gens ont peur de se montrer vulnérables et de tomber en amour, de se laisser aller. Donc, ils ont peur de se tromper. Oui. Dans différentes situations, on le voit, on en parle souvent dans les médias. Donc, tomber en amour, de se laisser aller, c'est pas évident. Béatrice aussi est peinte un peu de cette citation-là. Oui. Ça veut dire que Béatrice n'est pas nécessairement Sylvie Lajoie, mais aspire ou... Oui. Béatrice a vu beaucoup de peur. Beaucoup de femmes ont beaucoup de peur, donc elle est plus peureuse que moi, là, disons. Là, j'ai voulu amplifier aussi le sujet de la peur, mais pour aussi démontrer un éventail de peurs, sans qu'on les possède toutes, ces peurs-là. On en a plusieurs quand même. Dites-moi, Sylvie, où est-ce qu'on peut se procurer votre livre? Où est-ce que les Vaudreuil-Soulangeois peuvent aller chercher votre roman? Dans toutes les bonnes librairies. Il y a la librairie Boyer qui est très présente dans notre région. Oui, qui sont très présents dans notre région. Puis le Renaud-Bré. Renaud-Bré. Oui. Archambault. Puis les gens, de toute façon, à toutes les bonnes librairies, peuvent demander de le commander à l'éditeur sans problème. Comme à Édition Vaudreuil et tout. S'ils ne l'ont pas, ils peuvent le commander. Tout à fait. Ensuite de ça, est-ce qu'on peut vous suivre, Sylvie Lajoie, à part le site web? Avez-vous des réseaux sociaux? Oui, j'ai la page Sylvie Lajoie auteur, donc Facebook avec l'agenda de Béatrice, l'agenda de Béatrice. Et puis, j'essaie d'être présente sur Twitter. C'est un média qui est aussi intéressant pour aussi tâter le pouls, ce que les gens pensent, et puis faire partie d'un débat. Là. On peut vous rencontrer dans les différents salons qui vont venir. Est-ce que vous aspirez aussi à faire le salon en novembre prochain, à celui de Montréal, le grand salon? Oui, je vais être présente. Oui. Au salon de Montréal? Oui, à Québec la semaine prochaine. Ah oui, à Québec aussi? Et il y a celui de Sherbrooke aussi en octobre. Vous allez être présente dans ces salons-là? Oui. Est-ce qu'il y aura une suite de cette belle histoire de Béatrice? Oui, il y aura une suite pour Béatrice. Elle va être dans une autre quête. Elle va continuer à évoluer, à se questionner. Elle va chercher à comprendre d'autres choses. Donc, la suite laisse à penser pour le lecteur qu'il va avoir une suite. Et puis, je suis en train de la planifier. J'ai commencé. Mais ça n'avait pas été pensé comme une trilogie, là, nécessairement. Vous aviez planifié un roman. Et la suite s'est inscrite à travers l'écriture du premier. Oui, j'avais planifié pour une deuxième trilogie. Ça va se dessiner au deuxième. Au deuxième. Vous allez voir si le deuxième. J'aimerais ça, c'est certain, oui. Sylvie Lajoie, écoutez, on va se faire une joie de lire votre roman. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Mais je vous souhaite vraiment bonne chance. Bonne chance. Au plaisir de vous voir à un des salons au Merci. Québec. Merci, Sylvie. Voilà ce qui met un terme à votre hebdo régional. Je vous invite la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Ce que je vais vous conter, c'est vrai. Ça m'est arrivé aussi vrai que vous êtes là. Au début des années 1800, John Davidson débarque dans le coin. Il s'est comme reconnu. La région, il a fait penser à son Écosse natale. Lui, il venait d'un bout qui s'appelait Dundee. Ça, en vieux gaélique, ça veut dire
le phare des divinités. Davidson a monté sur une dune. En bas de lui, il a vu un immense attroupement d'oiseaux, pareil comme le vol migratoire des étourneaux en Écosse. Bonhomme instruit, Davidson a raconté et juré toute sa vie durant qu'il avait lui aussi volé avec les oiseaux noirs un matin d'automne. Ben moi, je peux vous jurer qu'il m'est arrivé la même affaire. Le même jour, puis la même heure que Davidson. C'était au petit matin. Je m'étais caché là, au poste d'observation. Plus le soleil se pointait, plus les oiseaux noirs chantaient, sortant du marais toute la gang en même temps. Je les ai vus foncer droit sur moi. J'ai laissé tomber mes longues vues, fermé les yeux, puis je me suis mis en petite boule dans le fond de la cache. Puis là, comme par magie, je volais. Devenu oiseau, c'est là qu'ils m'ont conté ce qu'ils avaient fait à Davidson. Chaque année, ils se réunissent dans le marais en commémoration de Big Blackbird. Un immense oiseau noir, avec une tête de plume brune, un poitrail bleu métallique, des petites épaulettes rouges et un bec cornu capable d'imiter tous les sons. Avec ses immenses coups d'aile, il a su remonter le vent chaud de Suroît pour repousser le vent du nord norrois et son pays de glace éternelle. Épuisé, à bout de souffle, Big Blackbird aurait tombé au combat, ici, au pied de la colline, dans les marécages. Quelques semaines plus tard, apparurent des entrailles du marais des milliers de petits morceaux noirs volants. Une diversité incomparable d'oiseaux pris forme avec un des attributs de Big Blackbird. Le carouge à épaulettes, le vacher à tête brune, le quiscale bronzé et quiscale rouilleux, ainsi que les tourneaux sansonnets capables d'imiter tous les cris des autres oiseaux et des sons de son ambiance. Plus électrisant que les pirouettes du Cirque du Soleil, s'élançant en troupe d'un secteur à l'autre du marais, au moindre soupçon de la présence d'un rapace, la bande s'envole. Virant, tournoyant, montant, descendant, collés à moins de 5 cm les uns des autres sans jamais se foncer dessus. Mais, sournoisement, Norrois s'infiltra pour reprendre ses droits. Un grand frisson couvra la région. Voyant les eaux gelées, la nourriture manquée, tous ensemble, les descendants de Big Blackbird s'envolèrent pour le sud, en jurant à Norrois de revenir venger leurs ancêtres. Ils entreprirent une migration époustouflante de milliers de kilomètres. Les oiseaux noirs m'ont conté que c'est depuis ce temps-là que l'alternance des saisons puis des migrations se serait installée dans la région.